Bienvenue dans le monde palpitant de l'archéologie, enfin palpitant, disons qu'on va surtout chercher du financement avec une promesse d'un artefact rare à un richissime londonien, retourner des cailloux et se disputer pour savoir si ce bout de peau cassé est vraiment une relique ou juste de la vaisselle de mamie. Aujourd'hui on plonge dans Royal Society of Archaeology, le seul jeu où vous pouvez devenir la Croft mais sans armes, sans le short et surtout avec beaucoup plus de formulaires administratifs. Salut mes ludopathes préférés, nous sommes là pour vous parler de Royal Society of Archaeology, un jeu de Éric Jumel mis en beauté par Guillaume Tavernier. J'espère que j'ai oublié personne parce que je dois être conforme à dire tous les noms. Alors, un peu de contexte. Ouais, le contexte, toujours des parties à 3 et à 4 joueurs. Sauf que ce coup-ci, on a fait plus de parties à 4 qu'à 3. C'est le mode qu'on a vraiment joué le plus. C'est un jeu qu'on a acheté ASN chez Our ou Huch, je ne sais pas comment on prononce, ça doit être Our en allemand. Ce jeu m'a attiré parce qu'il y avait une question d'ouvriers spécialisés. Alors certes, c'est pas une grande nouveauté, mais il y avait sans doute une question de thème, tout ça. Donc je me suis lancé et puis je l'ai pris avec plein d'autres choses chez eux. Parlons de la règle. Ouais, c'est un jeu qui va pas trop poser de soucis au niveau de la règle, malgré tout. Même si elle est claire, nous on a fait une micro-erreur sur la première, notamment sur cette pose d'ouvrier interactive, on va dire. C'est vrai que le texte dit vous devez être strictement inférieur à quelqu'un, et nous on l'avait un peu surinterprété, le inférieur, strictement inférieur, alors qu'en réalité le inférieur peut être même à égalité avec d'autres. Et donc ça c'était un peu particulier, mais c'est vrai que en le relisant plusieurs fois, on comprend mieux ce que ça voulait dire. Et d'ailleurs j'avais tellement de doutes sur ce sujet-là que j'étais allé voir la vidéo d'un monde de jeu où ils ont fait une partie avec l'auteur, et tout de suite ça a clarifié ce point. Donc moi je trouvais ça plutôt bien. Ce qui était bien aussi, c'est que le thème aide énormément à comprendre le jeu. En réalité, tout est assez logique. Vous allez faire des expéditions. Les expéditions vont vous rapporter de l'expérience, de l'expertise pour votre ouvrier. Vous avez besoin d'argent, vous pouvez aller à la City pour en prendre. Vous avez besoin de vendre des reliques, vous allez les vendre à l'université ou au British Museum. Donc en fait, tout le flow du jeu, finalement, aide, et la thématique aide à bien comprendre le jeu, ce qui fait qu'en réalité, il n'y a plus qu'à transposer l'iconographie dans la vie du jeu, et ça se comprend très très bien. Ça, je trouve ça plutôt bien, un jeu où on a généralement, quand les gens se posent une question du genre « mais comment on récupère de l'argent dans ce jeu ?» c'est qu'il y a des complexités ou que les actions cachent un peu ce qu'elle va. Là, pas du tout. Non, il faut compter 20-25 minutes d'explication. C'est un jeu de placement d'ouvriers, tout ce qu'il y a de plus traditionnel dans cet aspect-là. On en a 3 précisément, chacun avec une spécialisation qui est toute liée à l'action d'expédition. On a 4 actions qui sont disponibles, donc l'expédition, bien évidemment, les études, le financement et enfin les expéditions, en gros aller chercher des points, même s'il y a d'autres manières d'aller en obtenir. On a 2 objectifs aussi qui sont obligatoires, c'est là aussi une subtilité du jeu, les demandes royales, si je puis dire, qui si elles ne sont pas remplies, ces demandes vont imposer un malus à celui ou ceux qui ne l'auront pas fait. Un tout petit reproche au passage, on ne sait pas très bien comment indiquer aux joueurs qu'ils ont ce malus, il faut que tout le monde se souvienne. On a 3 objectifs en commun avec des gains plus ou moins importants, surtout pour celui qui le réalisera en premier, et puis des bonus par-ci, par-là, à foison, et puis de l'aléatoire, surtout sur les expéditions qui sont présentées, sans réel fort impact. Il peut y en avoir un si vraiment on joue de malchance. Ça avance tout de même de manche en manche. La mise en place offre un petit revenu de départ en ressources, en monnaie, etc., avec un petit pouvoir pour une légère asymétrie. Oui. Et au niveau du matériel, alors la grosse surprise quand on déballe le jeu, c'est la taille du plateau. Je commençais à le mettre comme d'habitude dans la situation où on est généralement, et là je vois que le plateau touche les bords et je fais bon. Alors est-ce qu'on le tourne dans l'autre sens? Ah ouais, mais là on se retrouve un peu à un plateau comme à Tianxia qui serait très allongé et qui du coup les gens ne voyaient pas. Donc il est vraiment très grand. Moi, je trouve que ça pose quelques soucis. Alors, pas le fait qu'il soit grand, mais le fait qu'en réalité, certaines iconographies et certaines choses écrites, des chiffres qui sont des coûts ou des prérequis, du coup, sont écrits petits. Alors qu'on se dit, mais le plateau était gigantesque. Ils auraient pu vraiment grandir tout ça pour que ça soit lisible, du coup, même quand on est à l'autre bout. Et c'est un peu dommage. Ils n'ont pas profité de ce plateau énorme pour vraiment marquer les choses importantes.
L'avantage, c'est qu'il n'y a pas grand-chose sur le plateau. Donc, en réalité, au bout de 2 parties, vous commencez à les connaître par cœur, les iconos, les pouvoirs et les prérequis de chacun. Mais voilà, la première fois, on demande à l'autre bout de la table, est-ce que tu peux me dire le chiffre qui a écrit là-bas? Je ne le vois pas. Donc, voilà. Donc ça, c'était un peu embêtant. Et il n'y avait pas d'aide de jeu. Ça encore, je le dis souvent. Là, c'est pas tellement pour expliquer le tour de jeu, parce qu'il est simple, mais c'est pour la rareté des reliques. Alors vous avez un petit tableau, parce que les reliques, elles sont dans différentes raretés en fonction de la zone géographique, parce que vous allez faire des expéditions dans différentes zones du globe. Et en effet, les papyrus, on n'en trouve pas autant en Afrique qu'en Asie ou qu'en Amérique du Sud. Donc c'est assez important quand même pour certaines missions. Et c'est dans la règle. C'est aussi sur une feuille à part qui est énorme. La feuille, il n'y en a qu'une, donc faut se la passer. En vrai, on pioche quasiment tout le temps à tous les tours. Il y aurait eu une toute petite aide de jeu pour mettre les raretés, ça aurait été parfait parce que vraiment, ça évite sans cesse, même au bout de la 3e, 4e partie, on est sans cesse obligé de reprendre. Hein. Même moi, je ne me rappelle pas de tout ça, quoi. On a tout de même ce feuillet qui est un peu grand, qui est de la taille de la boîte, qui reprend ça. Bon, elle est vite oubliée. Le feuillet est vite oublié. L'édition, elle est quand même assez sympathique. C'est joliment illustré, il faut quand même le souligner. La base de connaissances qui est en ligne, c'est vraiment, vraiment bienvenu. Donc, on va pouvoir aller regarder de l'information sur chacun des sites qui est présenté sur les cartes d'expédition. C'est vraiment sympa. Les sites choisis rappellent des voyages, soyons très honnêtes, ou donnent envie d'y aller. Allez, un petit bonus de points pour celui qui est allé visiter, ça serait sympa. Les pions d'ouvriers ou d'explorateurs sont vraiment de bonne taille, sont bien pris en main. Dommage que les plateaux personnels soient pas creusés à certains endroits pour maintenir les petits cubes là qui représentent la puissance de connaissance de chaque explorateur. Ça peut valdinguer pour peu qu'on ait un joueur maladroit, et c'est notre cas. Ça s'en va. Et bon courage pour vous souvenir où est-ce que c'était. Bon, on y arrive. Un regret sur l'iconographie qui est un peu petite à des endroits ou qui est pas forcément très lisible, ou qui vient pas en contradiction des us et coutumes, mais du rouge pour dire que c'est une dépense plutôt qu'une croix rouge, et qui est pas forcément facile de lire de loin quand on a du blanc sur du jaune. Bon, c'est du détail, on pinaille. C'est des choix qui ont été faits, mais ça aurait été, c'est dommage, quoi. Ça peut être mieux. C'est sans grand impact sur le jeu. C'est pour ça que je veux le dire. Une fois qu'on a compris, c'est réglé. Cependant, on diffère peut-être d'automatisme qu'on a à tort pour certains joueurs. Je regrette aussi le choix des couleurs des joueurs, qui me semble être trop proche entre le vert un peu amande et le bleu un peu turquoise. C'est très 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 proche, et c'est sans doute handicapant pour certains daltonismes. C'est dommage. Cependant, au global, on va quand même rendre à César ce qui est à César. C'est une belle édition, c'est plutôt bien pensé, c'est agréable. Il n'y a pas de choses qui viennent en contradiction avec le jeu. Les rappels sont là aux bons endroits. Enfin, ça fonctionne bien. Il n'y a pas de faute lourde, en tout cas. Clairement pas. Parlons un peu de sensations quand même. Les sensations, elles sont quand même assez bonnes, hein. Il n'y a pas à dire. Ça va être plaisant d'y jouer. En gros, il y a cette pause d'ouvrier interactive, donc déjà ça c'est plutôt intéressant. Il y a des cadeaux partout. Il y a vraiment de la satisfaction à prendre partout, et ça va très vite parce qu'il y en a dès le début sur la piste des points, dès qu'on arrive à 10 points, après plus tard à 25 points, des cadeaux. Sur les pistes de connaissances, des points, des cadeaux encore. Vraiment, il y en a partout. Au musée, des petits bonus à chaque fois qu'on va chercher des choses. Donc en vrai, il n'y a pas une action qui échappe à la règle, parce que, puis même s'il n'y en avait pas, finalement vous avez toujours le cadeau d'être soit le rang le plus élevé d'une action ou le moins élevé. Donc on a l'impression qu'on repart jamais bredouille. Et en tout cas, après, au fil de la partie, on veut jamais faire une action où on part bredouille, tellement on a été gavé pendant toute la partie, quoi. Donc ça, je trouve que c'est bien, parce que, en effet, la satisfaction est là. Il y a pas mal de tensions quand même sur la ressource mobile unique du jeu, qui est l'argent. Tout le reste, ça s'accumule, des connaissances, etc. À mes yeux, il est important de profiter de chaque livre qui est à disposition. Il y a un gros dilemme sur l'utilisation des reliques. Si je viens sur cette autre ressource un peu mobile, est-ce que je vais les dépenser pour me générer de l'argent? Est-ce que je vais faire des gros points, des petits points? Et c'est là qu'est tout le sel du jeu, en fin de compte. C'est cet équilibre qu'on doit avoir en permanence entre ces gros points et ces petits points. Alors, j'utilise gros points et petits points. Ces deux pistes qui vont dans le même sens. On n'est pas comme Ark Nova où elles vont se croiser. Cependant, on demandera aux joueurs, entre guillemets, de les équilibrer, parce qu'on prendra celle qui est la plus basse des deux en la rapportant sur l'axe des petits points, entre guillemets. Donc, c'est
je reviens à ces reliques, c'est est-ce que je vais m'en servir pour faire des gros points? Est-ce que je vais m'en servir pour faire des petits points? Est-ce que je vais m'en servir pour faire de l'argent? On est toujours dans ce questionnement, et il y a des grosses erreurs qui peuvent arriver dans la partie sur des joueurs qui peuvent être expérimentés parce qu'ils ont fait la mauvaise estimation du nombre de points qu'ils allaient ramasser. Et c'est vraiment là qu'est tout le sel, toute l'originalité qu'a ce jeu. En plus de l'interaction qu'il peut y avoir avec les joueurs, on va y revenir. J'avais une impression au premier abord qu'on a 4 actions et qu'on allait un petit peu tourner en rond. Il en est rien en fait, parce que y a ce revenu de départ qui est très différent d'un joueur à l'autre. On se pose toujours la question de savoir si d'avoir beaucoup d'argent au début est un avantage ou pas. Moi, je suis pas capable de répondre à cette question. Je pense pas, parce que quelque part la relique va pouvoir générer de l'argent ou se placer ailleurs. Il y a pas mal de mobilités qui sont offertes. En tout cas, il y a une seule chose dont je suis certain qui est un avantage évident dans la partie, c'est d'aller chercher le plus vite possible le gros bonus des 10 points. Les 10 points, ouais. Point. Ça donne un réel coup de boost à la partie. Le bonus à 25 points est un peu moins important, mais il peut l'être aussi. Mais d'aller chercher ces 10 points pour aller vous chercher ce gros bonus, pour moi, c'est une évidence. C'est la première chose à entreprendre dans la partie. Le reste suivra. Ouais, et puis niveau interaction, donc il y en a pas mal sur l'ordre du tour quand même. Et l'ordre du tour, du coup, c'est une répercussion d'une piste de réputation qui est aussi une ressource assez importante du jeu, parce que la réputation, on en use et on en abuse assez souvent. Donc il y a vraiment une bataille là-dessus. Et en fait, moi je l'ai remarqué quand même au fil des parties. Au début, on n'est pas trop, on se dit, je suis premier, je suis dernier, peu importe. Mais il y a vraiment des coups à faire quand on est en première position. Puis surtout, finalement, la place de la première position, il y a ces fameux 3 points. Qui, comme tu as dit, finalement 3 points, c'est déjà un tiers des 10 points qu'on cherche à avoir pour avoir le fameux bonus. Donc là-dessus, il y a pas mal d'interactions. Sinon, ça reste de l'interaction sur les objectifs, éventuellement, et les expéditions, ça peut, parce que en fonction des objectifs de départ que vous allez avoir, imaginons que sur une partie à 4, il y a 3 joueurs qui ont quasiment que des objectifs qui interagissent avec l'Asie. Et ben du coup, les cartes Asie, il va y avoir une bataille féroce dessus, et on comprend assez vite dans la partie les directions de chacun, et quand on voit qu'on se marche sur les pieds, voilà, là il peut y avoir de l'interaction. Voilà, sinon de la majorité sur le musée. Bon, là je l'ai trouvé que ça marchait un peu moins sur la partie musée. Alors, faut pas la négliger pour autant, c'est sûr, mais sur nos parties, on n'a pas eu souvent des grosses majorités qui ont scoré la totalité de la tuile. Donc bon, ça s'est moins senti, mais c'est vrai qu'aussi on n'a pas eu l'objectif commun qui est d'aller foutre cette relique, je crois, au musée ou quelque chose comme ça. Où là, en effet, si on a cet objectif-là, j'imagine que le musée, il prend toutes les reliques du monde d'ici la fin de partie. Oui, parce qu'on ne provoque pas l'obtention, enfin la pose de cette tuile, elle est jamais sortie dans toutes nos parties, et Dieu sait qu'on en a fait, mais elle est jamais sortie. Alors, pour revenir sur l'interaction, oui, c'est fortement agréable. Enfin, un peu, c'est chouette, plutôt que de tous ces jeux où on est dans son coin. Elle est positive, elle est agréable, c'est que des petits cadeaux, comme dirait Chaps dans sa vidéo, c'est que des petits cadeaux qui sont agréables à reprendre, prenons-les. Il y a aussi quelque chose dans ces cadeaux qui peuvent nous faire nous sortir de situations assez difficiles. Ah mince, il me manque un petit peu de réputation pour accéder où est-ce que j'ai besoin. Ah tiens, ça me l'offre, c'est chouette. Et la seule chose que j'ai remarqué sur cette interaction, c'est qu'elle incite quand même à placer son ouvrier le plus fort très très tôt pour chercher à gagner un maximum de revenus, même si des fois c'est le revenu, enfin le bonus d'explorateur en bas niveau qui est le meilleur que l'on cherche à avoir en plus. Donc c'est vraiment agréable. Oui, il y a de la course au point, oui, il y a des majorités à prendre, mais c'est surtout cette pose d'ouvrier qui va générer ces petits cadeaux et qui génère cette petite cette interaction. Elle n'est pas petite et vraiment c'est agréable. Bon, sinon, tu en avais parlé dans la vidéo de Noël, tu l'avais mis presque dans les jeux, on va dire, semi-initiés, on va dire. Bon, c'est vrai qu'il a des traits d'un jeu expert, mais en réalité, le thème, ce qu'il amène derrière, et puis finalement, la pose d'ouvrier n'est pas si compliquée que ça. Il y a beaucoup d'infos en termes d'objectifs communs, de prérequis royaux, etc. qu'il faut gérer. Et c'est là où il est un peu expert pour quelqu'un. Mais si quelqu'un voulait juste gérer les choses les unes derrière les autres sans tout vouloir mélanger, en effet, le jeu pourrait être presque abordable parce que son thème et parce que voilà, l'édition le sert bien.
Moi, de toute façon, ce que je dirais en termes de config, je le conseillerais quand même à 4. Je trouve que, alors j'aurais préféré qu'il fonctionne bien à 3, mais à 3, vous avez 5 tours. Et du coup, la fameuse tuile d'exigence royale, la première, c'est-à-dire celle où le roi vous demande de remplir une condition, elle arrive au bout de 3 tours. Et en réalité, en 3 tours, c'est faisable. Vous n'avez pas de pression. Vous allez à peu près y arriver si vous ne vous perdez pas. Par contre, à 4, elle arrive au bout de 2. Et ça veut dire qu'on a fait juste 3 pauses d'ouvriers de la première manche, mais il ne nous reste plus que 3 pour aller à la chose. Et il n'y a que sur les parties à 4 où quelqu'un a été puni une fois, et que d'autres sont passés à ça de la punition in extremis sur un dernier combo sur le dernière action. Donc pour avoir cette tension de l'exigence royale, il est mieux à 4. Mais il fonctionne très très bien à 3 aussi, il n'y a pas de souci. Ça l'a pas empêché de gagner. Oui, c'est vrai. Cette personne qui a eu ce malus, ça l'a pas empêché de gagner. Le jeu me semble intermédiaire en fait. Oui, il offre une bonne dose de réflexion. Oui, il y a beaucoup de paramètres, pas tant que ça finalement. La double piste de points, elle est peut-être difficile à appréhender avec ce juste équilibre. Encore une fois, je dis, c'est là qu'est tout le sel du jeu. Avec les positions qui sont à prendre aussi dans le musée. Je m'amène à me dire que c'est intermédiaire parce que le thème est facilement abordable, ça fait partie de notre culture commune, c'est quelque chose qu'on étudie à l'école, que l'archéologie, c'est quelque chose qui fait rêver. Donc à mes yeux, c'est un thème qui peut permettre à un enfant, à un adolescent de pouvoir s'approprier facilement le jeu, je crois. La base documentaire amène à de la curiosité et pourquoi pas aller au musée. Ça peut être très très sympa, étant donné que c'est un thème qui est fort dans le jeu. Bon, si j'en reviens après aux questions des reliques, est-ce que c'est si difficile que ça de les gérer ? Non, c'est plutôt un dilemme qu'on va aborder en tant que joueur. C'est vraiment judicieux. Je le redis, est-ce qu'on va faire de l'argent, du petit point, du gros point ? Donc 12 ans, ça me semble ok vis-à-vis de ça, surtout que ça peut permettre de construire une certaine réflexion. Ça me semble parfaitement abordable. Ce qui me fait dire que c'est peut-être pas bon, c'est que c'est la durée de partie. On l'a pas abordé jusque-là, mais faut compter 2 heures à 2 heures et demie assez facilement. 2 heures à coup sûr, 2 heures et demie si on a un petit peu d'analysis, paralysis, pour reprendre ce terme commun. C'est ça qui me fait hésiter à vraiment le conseiller pour du 12 ans et plus. À adapter, sans doute, je ne sais pas. Moi, ça me semble être intermédiaire en termes de réflexion. Ouais. Moi, sinon, j'ai envie d'y rejouer. Alors, à la fin de la 3e partie, j'aurais pu dire aussi, j'avais un peu des certitudes sur ce jeu. Et en fait, les certitudes s'effondrent un peu les unes derrière les autres à chaque fois qu'on y rejoue. Et bizarrement, j'aurais pu dire, comme tu disais, on voit un peu une stratégie, dire quand même, faut aller chercher cette tuile à 10 points assez rapidement. En effet, alors moi j'ai toujours pas tranché la question, mais pour l'instant tous ceux qui ont gagné aussi, c'est ceux qui avaient les 20 pièces quasiment dès le début. Donc ça, on a l'impression qu'il y a une sorte de pattern, mais comme il y a des patterns qui ont été cassés, qu'on s'est rendu compte qu'on a pu casser, j'ai pas envie de l'affirmer parce que je pense qu'il y a peut-être moyen que. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, ceux qui ont de l'argent dès le début et 20 pièces, on peut déjà faire beaucoup d'expéditions, de petites expéditions à 20 pièces. En effet, ils n'ont pas besoin d'envoyer quelqu'un à la City pour récupérer de l'argent. Donc on s'est vraiment posé cette question de comment ces gens-là pouvaient trouver une sorte de départ alternatif ou de voie alternative. Et pour l'instant, j'ai pas complètement répondu à cette question. Donc du coup, le jeu a encore beaucoup de choses à proposer, alors qu'au début, il me paraissait assez simple et j'avais l'impression d'être sur des rails au bout de 2 parties ou de 3 parties, de me dire, bon bah c'est bon, je fais tout le temps la même chose et ça fonctionne, sauf que les pouvoirs asymétriques font que il y a quand même des choses où on te dit non, essaye un chemin de traverse et faut y aller. Et puis après, le truc qui est vraiment ultra plaisant, c'est ce double scoring. Hein. Tu l'as dit, sur tous les jeux comme Raja ou Ark Nova, les pistes qui se croisent finissent toujours par se croiser, quoi. Après, voilà, peu importe l'angle qu'on le prend. Là, par contre, en effet, quel va être notre niveau de faiblesse sur les grands points ou les petits points ? On le saura qu'à mi-partie. Et on peut un peu l'anticiper, mais les grands points, il faut faire les objectifs. Est-ce que vos objectifs, ils sont déjà faits à 50% du jeu ? Pas du tout. Donc vous êtes encore dans l'incertitude de est-ce que vous allez les avoir ? Est-ce que je prends tout de suite des grands points ? Donc il est vraiment dur. Hein. On a vu des écarts de dingue que grand et petit, et qu'en effet, cet équilibrage, il demande de se reposer des questions à chaque manche. Et ça, c'est vraiment chouette. Oui, y rejouer à l'occasion, ou pourquoi pas, le sortir de temps en temps, avec grand plaisir. Pour une note, je lui mettrais une bonne belle barbe, un 4 sur 5 sur notre échelle. Ça double piste, tu viens de le redire, ça apporte vraiment quelque chose de supplémentaire, et ces dilemmes de quoi faire avec ces reliques, comment jauger
comment s'en servir au mieux pour arriver à nos fins à la fin de la partie. Cette interaction, voilà, pour moi, il cumule énormément de bons points. C'est fort agréable. Moi, je lui mets aussi une barbe bien fournie. Bon, en réalité, peut-être dans 2 mois ou dans 3 mois, si on me repose la question, je changerai peut-être d'avis. Mais là, à l'heure actuelle, avec le background qu'on a, bon, ok, il y a quelques petits soucis d'édition, moi, quand même, qui me tracassent. Mais ça s'efface au fil des parties, vu que le plateau, vous allez vite le comprendre par cœur. Voilà, cet équilibre de points, c'est intéressant. Certes, ok, la configuration à 3 est un peu moins tendue, mais ça fonctionne quand même. Moi, j'aime bien parce qu'on joue sa vie sur ce jeu. Carrément. On joue sa vie pour essayer de ne pas faire une action nulle. Parce qu'en effet, bon, on pose que 3 ouvriers par manche. Sur une partie à 4, c'est 3 x 4, c'est 12. Donc du coup, ça va vraiment très très vite. Et il y a des moments où on ne veut vraiment pas faire d'action pour rien. Donc on compte ses sous vraiment au très près parce que on veut pas se dire je vais devoir retourner à la City pour reprendre des sous, pour refaire d'autres actions. Non, il faut que je trouve d'autres moyens. Donc on se creuse la tête. Comme on se bloque pas sur la pose d'ouvrier, vous pouvez quand même réfléchir à votre tour pendant toute la réflexion des autres gens. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis, voilà, cette petite piste de réputation, moi, je l'aime beaucoup parce que c'est l'ordre du tour. Ça vous donne accès à certaines actions, mais ça vous en refuse aussi. Vous voulez en dépenser et parfois ne pas en dépenser. Donc, vous allez être sans cesse rechallenger. Voilà, moi, je trouve ça vraiment bien. Voilà, je reste interrogatif sur ces cartes de départ, mais elles me donnent plutôt envie de se dire est-ce que vraiment le jeu peut m'aider à réaliser une victoire avec ces cartes-là. Donc pour moi, pour l'instant, tout va bien. Et voilà pour The Royal Society of Archaeology. Mettez en commentaire si vous pensez que cette vidéo a sa place dans un musée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as aimé cette découverte et si tu aimes les jeux de société autant que nous, il y a plein d'autres critiques à découvrir juste ici sur la chaîne. Clique, installe-toi et on continue à jouer ensemble, tranquillement.